Le tsar Nikolai, la machine à balles, la mobilette russe, Nikolai le Grand. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va s'intéresser à Nikolai Davydenko. Salut les talkers, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une chronique un petit peu spéciale puisque c'est le tout premier épisode des Grands du Jeu, une nouvelle série qui va voir le jour sur Games & Talk et que je suis très fier de vous présenter. L'objectif en quelques mots, ça va être de revenir sur la carrière d'anciens joueurs qui sont désormais à la retraite et d'analyser un petit peu leur carrière. L'objectif, c'est de revenir sur des joueurs qui ne sont pas des GOAT, qui n'ont pas gagné 5, 10, 15, 20 grands chelems, mais de revenir sur des joueurs qui ont marqué leur époque, qui étaient un petit peu, je suis désolé de l'expression, des seconds couteaux. Donc on va commencer des épisodes par des joueurs qui ont marqué mon époque, puisque je suis né en 1999. Je vais m'attacher aux joueurs pour l'instant qui ont marqué les années 2000. Donc je pense à Davydenko, à Berdych, à Söderling, à Ferrer. Si le concept vous plaît, n'hésitez pas à me dire de qui vous aimeriez que je parle dans mes prochaines vidéos et pourquoi pas faire d'autres époques et penser par exemple à des épisodes sur Coria ou Gaudio. Tout au long de ces épisodes, je vais essayer de conserver une trame commune avec différents thèmes qui vont revenir tout au long de mes vidéos. Donc j'aurai évidemment un mot sur le palmarès de ces joueurs, sur leur style de jeu, sur leur personnalité, sur leur rivalité marquante avec les joueurs de leur époque, un match que je retiens de leur carrière, un match emblématique, également un tournoi emblématique. J'aurai un mot sur leur sponsor et enfin j'aurai bien sûr un mot sur leur après-carrière. Maintenant que vous êtes à jour, on va pouvoir commencer notre vidéo sur Nikolai Davydenko. Petite mise en bouche avant de passer aux différents chapitres. Nikolai Davydenko est un joueur russe né le 2 juin 1981 à Sievodonotsk en Russie. Il est d'origine ukrainienne. Il a atteint son meilleur classement en carrière en 2006 en étant numéro 3 mondial. Il a également joué 4 demi-finales en Grand Chelem, 2 à Roland Garros et 2 à l'US Open. Il a également gagné 3 Masters 1000, un Masters à Londres pour la toute première édition et une Coupe Davis en 2006. Enfin, il a été professionnel de 1999 à 2014, 15 années durant, et il a pris sa retraite suite à des blessures récurrentes. Au niveau de son style de jeu, Davydenko c'était un joueur doté d'un gabarit moyen, puisqu'il faisait tout juste 1m78, mais c'était un vrai attaquant du fond de court, au jeu rapide, puissant, agressif. Un petit peu à l'image d'André Agassi, il aimait dicter les échanges depuis sa ligne de fond, où il jouait en cadence en mettant beaucoup de percussions dans ses frappes. C'est un joueur qui jouait énormément à plat et qui avait une prise de balle très précoce avec une vraie vitesse d'exécution, et ça lui permettait de prendre ses adversaires de vitesse dans le replacement et de dicter les échanges. Également, il avait une belle capacité à varier les angles, à trouver de très belles zones, notamment avec son revers croisé, son revers court croisé. Et enfin, ça lui arrivait naturellement de monter au filet, puisqu'il avait un jeu porté vers l'avant. Et il avait une très belle main au filet, où il avait une belle capacité à couvrir le court. Et il avait une très belle main, notamment au niveau des volets amortis. J'ai souvenir de beaucoup de volets amortis de Nikolai Davydenko. C'était un vrai puncher dans l'âme, mais il excellait également en défense, notamment vers son remarquable jeu de jambes et son endurance exceptionnelle, qui faisait que c'était un adversaire très difficile à déborder, qui inscrivait beaucoup de coups gagnants en bout de course. Et son endurance exceptionnelle, ça lui permettait de supporter des matchs de très longue durée. Pourtant, Davydenko, c'était un petit peu une frite. C'était pas un joueur très musclé, mais il était capable d'encaisser des matchs de très longue durée. Et au niveau physique, c'était très costaud. Au niveau tactique, comme je vous l'ai dit, c'était un joueur qui jouait beaucoup à plat, en cadence. Mais sur surface lente, il était capable de changer sa tactique, de s'adapter et d'alterner avec des balles bombées ou des balles slicées, ce qui lui laissait le temps de se replacer, de gagner du temps sur ses adversaires. Et c'était un joueur très intelligent tactiquement. C'est un joueur qui excellait en défense, il connaissait vraiment beaucoup de réussite sur les jeux de retour adverses. Et également son style de jeu un petit peu tout-terrain, ça lui a permis d'exceller sur beaucoup de surfaces de jeu, notamment le dur, rapide ou lent, intermédiaire, et la terre battue. Et en fait, il n'a jamais vraiment su trouver ses marques sur gazon, puisque c'était un joueur de rythme qui aimait bien prendre son temps dans les échanges. C'était un joueur assez patient. Et sur gazon, c'est pas du tout le cas, avec des échanges très courts, des services volés. Et ce qui fait qu'il n'a jamais dépassé les quarts de finale à Wimbledon. Son coup fort, c'était son revers. Il avait un revers absolument somptueux. Il était capable de frapper des revers longue ligne très puissants, ou de s'ouvrir le court avec son revers croisé. Il trouvait des angles absolument faramineux. Et au niveau de son style de jeu, c'est un joueur qu'on peut comparer à Hewitt, à Nalbandian, à Djokovic ou encore à Nishikori. J'ai longtemps cru personnellement que Nishikori, ça serait un petit peu le successeur de Davydenko, et ça l'a été pendant quelques années, même si le japonais a été perturbé par les blessures, tout comme le russe. Au niveau des faiblesses dans son jeu, on peut tout d'abord citer en premier lieu son service, puisque ça ne lui rapportait pas beaucoup de points cadeaux, de points gratuits derrière sa première balle, et ça s'explique en fait par sa taille, car comme je vous l'ai dit, il mesurait tout juste 1m78. Également, on peut lui faire le reproche du fait que c'était un joueur qui ne variait pas beaucoup. C'était un joueur qui avait un petit peu le même schéma de jeu, qui renvoyait tout le temps la même balle. Et même si vers la fin de sa carrière, il a commencé à aller davantage vers le filet, notamment en utilisant davantage le slice, on peut lui faire ce reproche du fait que c'était un joueur qui a alterné très peu. Et enfin, c'est un joueur qui avait beaucoup de mal à conclure ses matchs
et qui a perdu de nombreux matchs qu'il n'aurait jamais dû perdre au cours de sa carrière. Donc pour conclure sur le style de jeu de Davydenko, c'était un joueur qui n'avait pas le toucher de balle de Roger, qui n'avait pas le bras bionique de Nadal, qui n'avait pas la fougue d'un Tsonga, mais c'était un joueur qui prenait la balle très tôt, une prise de balle très précoce, c'était vraiment du ping-pong avec lui, il jouait très rapidement. Il excellait en revers, avec ses revers croisés, et au retour de service. Il avait vraiment un des meilleurs retours de service avant l'avènement de Djokovic. Son palmarès est assez rempli, puisqu'il a gagné 21 titres en 28 finales, donc 7 défaites en finale, et c'est tout simplement le meilleur ratio de l'histoire pour un joueur qui a gagné plus de 20 titres, donc petite dédicace à Félix Auger-Aliassime et Julien Beneteau. Également, il a gagné la Coupe Davis avec la Russie en 2006, il a pu gagner 3 Masters 1000, on va revenir là-dessus, un Masters pour la toute première édition à Londres en 2009 en battant Juan Martín del Potro en finale. Il a également eu la chance de jouer 4 demi-finales en Grand Chelem, 2 à Roland Garros, une en 2005 où il perd contre Puerta, qui va être le futur adversaire de Nadal en finale. Donc on aurait pu avoir Davydenko en finale, surtout qu'on sait que Puerta était dopé. Il a également joué une autre demi-finale en 2007 à Roland Garros. Et en fait, à part la première demi-finale qu'il joue en Grand Chelem contre Puerta, les 3 suivantes vont être perdues contre le Suisse Federer, qui était vraiment sa bête noire, puisqu'il a perdu 2 autres demi-finales de Grand Chelem à l'US Open en 2006 puis en 2007. Davydenko est un joueur qui a remporté 3 Masters 1000 en 3 finales disputées, donc un ratio de 100% en finale de Masters 1000. C'est remarquable quand on sait qu'il a joué 2 fois Nadal. Il a gagné Bercy en 2006, Miami en 2008 et Shanghai en 2009. Et pour son tournoi de Bercy en 2006, on peut considérer qu'il a le record du plus petit nombre de jeux concédés tout au long du tournoi, puisqu'il a concédé seulement 27 jeux tout au long du tournoi, et quand on sait que le record historique c'est Edberg qu'il a gagné en 1990 avec seulement 26 jeux concédés tout au long du tournoi, donc un jeu d'écart avec Davydenko, mais Edberg avait bénéficié d'un abandon de Becker dans ce tournoi, donc Davydenko avait vraiment réussi un tournoi remarquable à Paris-Bercy 2006. Il a remporté son premier titre sur le circuit ATP du côté d'Adélaïde en 2003, également, sa seule défaite d'envergure dans un tournoi marquant en finale d'un tournoi a eu lieu à Shanghai en 2008 contre Djokovic. C'était le tout premier Masters du Serbe. Également, Davydenko a terminé 5 années de rang au top 10 de 2005 à 2009 et c'était un joueur qui jouait régulièrement le Masters avant de le remporter en 2009 où il a été le premier Russe de l'histoire à triompher. Mais on y reviendra plus tard dans la catégorie du tournoi que je retiens de sa carrière. C'est un joueur qui a des performances remarquables dans son palmarès contre Roger et contre Nadal, puisqu'il a signé des victoires marquantes contre eux. Également, c'est un joueur qui n'a jamais disputé de finale de Grand Chelem, à son grand regret, et c'est un joueur qui est considéré comme un des plus grands talents de l'histoire à n'avoir jamais disputé de finale de Grand Chelem ou même gagné un Grand Chelem. Et enfin, c'est un joueur qui était réputé pour jouer énormément de tournois sur une saison. On l'a dit, il a gagné 21 titres, mais pour vous donner une idée, en 2006, il atteint son meilleur classement en carrière. Il finit l'année à la 3e place mondiale. Et pour faire un petit comparatif, on va regarder Roger. Roger, cette année-là, termine numéro 1 mondial. Roger a joué seulement 16 tournois cette année-là, avant de finir à la 1re place mondiale, tandis que Davydenko a joué 31 tournois pour finir 3e mondial. Donc Davydenko a quasiment joué le double de Roger, et c'était un joueur qui était vraiment réputé pour enchaîner des tournois, qui jouait énormément, et on le surnommait le Stakhanovisque des cours, justement pour ce trait de personnalité, et ça fait néanmoins qu'il a pu remporter 21 titres sur le circuit ATP. Pour récapituler son palmarès, c'est des victoires marquantes contre Federer et contre Nadal, c'est une 3e place mondiale atteinte en 2006, c'est un triomphe au Masters en 2009, c'est également 3 Masters 1000, une Coupe Davis, 4 demi-finales en Grand Chelem et des quarts de finale atteints lors des 4 tournois du Grand Chelem. Donc c'est vraiment un palmarès remarquable qui ferait saliver beaucoup de joueurs sur le circuit ATP. Au niveau de sa personnalité, c'était un joueur très discret qui avait une image un petit peu de stakhanoviste austère et qui ne suscitait pas du tout l'enthousiasme des médias. C'était vraiment une anti-star, ni même du public. Et c'est un joueur qui préférait préserver sa vie familiale et qui refusait de s'exposer. Également, il était russe, donc il avait un petit peu un visage froid, grave et pas beaucoup d'humour. Au niveau des rivalités marquantes de sa carrière, on va s'attarder sur 2 rivalités qui sont bien évidemment celles contre Federer et celle contre Nadal, dont il a été la bête noire. Mais on va d'abord commencer par celle contre Federer. Et en fait, en 2019, Davydenko a admis que Federer avait vraiment perturbé sa carrière, puisqu'il l'a privé à 3 reprises d'une finale en Grand Chelem. Également, comme les 2 joueurs sont contemporains, ils sont nés en 1981, la même année, ils se sont joués à de nombreuses reprises, ils se sont joués 21 fois, et le bilan est sans appel, puisque Federer a triomphé 19 fois du Russe.
Donc le Russe avait vraiment beaucoup de difficultés à s'acclimater au jeu de Roger. Mais néanmoins, Davydenko a pu le battre pour la première fois de sa carrière en 2009, en demi-finale du Masters, tournoi lors duquel il est allé au bout. Passons tout de suite à sa fameuse rivalité contre Rafael Nadal. Et à mon sens, le plus bel exploit de la carrière de Davydenko, c'est d'avoir un bilan dans ses confrontations directes contre Nadal positif. En effet, c'est l'un des seuls 3 joueurs de l'histoire, avec Novak Djokovic et Dustin Brown, à avoir un bilan positif contre Nadal, puisqu'il a triomphé à 6 reprises du Mallorquin pour 5 défaites. Et en fait, un match entre Nadal et Davydenko, c'était vraiment un match assez marrant à regarder, puisque ce sont 2 joueurs qui n'avaient rien à voir en commun. D'un côté, on en a un qui est musclé, qui a des bras costauds. On en a un autre d'un autre côté qui est une frite, un petit peu comme moi. On en a un qui avait des cheveux mi-longs, c'était Nadal en 2006, il lui arrivait au niveau de l'épaule. On en avait un autre qui était chauve, il y en avait un qui liftait énormément, tandis que l'autre il prenait la balle très tôt pour priver vraiment l'adversaire de temps. Donc c'était 2 joueurs qui n'avaient rien à voir, et leur match était toujours de très belles confrontations. Davydenko est vraiment considéré comme la bête noire du Mallorquin, et ça s'explique par plusieurs raisons. La toute première, c'est que le lift de l'Espagnol n'arrivait pas du tout à imprimer du côté du Russe, puisque comme on l'a dit, Davydenko jouait vraiment en cadence, avec une prise de balle très précoce, et il prenait toutes les balles en demi-volée contre Nadal, donc c'était vraiment un jeu très à risque, mais ça payait, puisque du coup, il n'était pas gêné par la trajectoire bombée des balles de l'Espagnol. Également, il a obtenu la totalité de ses victoires sur dur, tandis qu'il a perdu systématiquement sur terre battue contre l'Espagnol, et à l'époque, on sait très bien que Nadal n'arrivait pas encore à bien s'acclimater au dur. Enfin, comme on a pu le dire, Davydenko excellait vraiment au retour de service, tandis qu'à l'époque, Nadal, il faut se souvenir qu'au tout début de sa carrière, un service pour Nadal, c'était vraiment juste une manière d'engager le point. Nadal servait très mal, et Davydenko se régalait de ce côté-là. Donc si on récapitule, Nadal, son service était vraiment très faible contre Davydenko, et surtout son lift sur surface rapide ne prenait pas contre le Russe. Donc Davydenko connaissait vraiment beaucoup de succès contre Nadal, ce qui explique qu'il a un bilan positif contre lui et 2 victoires en finale de Master 1000 sur 2. Les nombreuses victoires de Davydenko face au Mallorquin s'expliquent par son style de jeu offensif, agressif, un tennis offensif de tous les instants, et on sait que c'est la tactique à adopter face à Nadal, comme on a pu le voir à Roland Garros 2009 avec Robin Söderling, ou tout au long de la carrière de Federer et de Djokovic, qui cherchent en permanence à agresser l'Espagnol, à le priver de temps, et c'était vraiment le plan de jeu très clair, très établi par Davydenko, qui cherchait au maximum à agresser le Mallorquin, que ce soit dans l'échange, au retour de service. Il essayait au maximum d'aller vers l'avant, d'aller au filet, et de conclure ses points avec ses volets liftés peu académiques, dirons-nous, peu orthodoxes. Si je dois ressortir un seul match de sa carrière qui m'a profondément marqué, c'est son quart de finale en 2010, où il va s'incliner à l'Open d'Australie en 4-7 face au futur vainqueur de l'épreuve, Roger Federer. Il faut tout d'abord se remettre dans le contexte. On rappelle qu'il sort d'un triomphe à Londres, fin 2009, et il arrive en Open d'Australie auréolé de confiance puisqu'il vient de s'imposer à Doha, où il a triomphé successivement de Federer en demi-finale puis de Nadal en finale, et à l'époque c'était un exploit retentissant que seuls Djokovic, Nalbandian et Del Potro ont déjà réussi. Au cours de ce match, Davydenko va proposer un tennis prodigieux puisqu'il va mener 6-2, 3-1 face à Federer qui pourtant joue bien, qui n'avait aucune réponse face à un adversaire qui était vraiment partout, sur toutes les balles. Davydenko était alors en confiance puisqu'il avait gagné ses 2 derniers matchs contre Federer, et j'avais jamais vu Roger autant en difficulté face à un adversaire qui avait réponse à tout. Mais on va sentir qu'au fil des minutes, peut-être la peur de gagner, peut-être la peur d'un set et d'un break d'avance, peut-être que le fait que Roger change de tactique et arrête d'offrir des angles à son adversaire et remette simplement les balles dans le court, on sent que le match tourne et Federer va finalement s'imposer en 4-7. Mais ce match montre vraiment que Davydenko avait le niveau pour gêner les plus grands, mais qu'il y avait toujours un petit truc qui clochait. Et c'est vraiment le match que je retiens de sa carrière, puisqu'étant un grand fan de Roger, j'ai bien évidemment regardé ce match, et j'étais vraiment paniqué pendant le match. Je pensais vraiment que Davydenko allait s'imposer, puis on a vu que Roger a commencé quand même à élever son niveau de jeu, avant de finalement s'imposer 5 jours plus tard, pour remporter son 16e Grand Chelem contre Andy Murray. Si je dois ressortir un seul tournoi de la carrière de Nikolai Davydenko, c'est bien évidemment les ATP Finals de Londres en 2009 pour la toute première édition à Londres, où il a joué un tennis dingue, absolument somptueux. Il faut se remettre dans le contexte, Davydenko avait déjà disputé l'année précédente, en 2008 à Shanghai, une finale du Masters, où il s'était incliné face à Novak Djokovic. Et là on est en 2009 aux ATP Finals, il est 7ème mondial, auréolé de confiance puisqu'il vient de s'imposer à Shanghai quelques jours plus tôt en Master 1000 contre Nadal, et il va s'incliner d'entrée lors d'un match de poule contre Novak Djokovic, donc ça aurait pu l'atteindre au niveau de sa confiance,
Et puis après, il va tout simplement battre ce qui s'est fait de mieux au monde, puisqu'il va enchaîner des victoires contre Nadal, contre Söderling, contre Federer à l'issue d'un match somptueux, et contre Del Potro, pour triompher à Londres et devenir le premier Russe de l'histoire à remporter le Masters. Et c'est assez marrant puisque c'était en 2009, il a remporté la première édition du Masters à Londres. Et pour la dernière édition du Masters à Londres en 2020, c'est Medvedev, un Russe, qui a gagné la dernière édition. Donc la première édition du Masters à Londres et la dernière ont été remportées par un Russe, et c'est un petit peu un clin d'œil du destin. Il va s'imposer en demi-finale contre le Suisse Federer, alors qu'il restait sur 12 défaites consécutives face au même adversaire, et il va réussir le break décisif à 5 partout lors d'un troisième set somptueux, où Federer était revenu à hauteur après avoir concédé le premier set, et c'était vraiment un match somptueux, où Davydenko avait vraiment vaincu le signe indien, avant de signer sa première victoire contre le numéro 1 mondial de l'époque, Federer, et puis ensuite en finale, Davydenko était allé s'imposer contre la sensation du moment, Juan Martín del Potro, qui était en finale du Masters, quelques semaines après avoir triomphé à l'US Open, à tout juste 19 ans, contre Federer également. Et ça a permis à Davydenko de remporter le plus grand titre de sa carrière, où il a vraiment affiché un niveau de jeu absolument somptueux lors de tout ce tournoi. Et c'est là en fait où j'ai vraiment pu me rendre compte que Davydenko prenait vraiment toutes les balles de manière très précoce, toutes en demi-volée. Et je retiens vraiment ce tournoi de sa carrière. C'est vraiment le point culminant de sa carrière. Au niveau de ses sponsors, Davydenko a été sponsorisé la majorité de sa carrière par la marque Ernest au niveau de ses t-shirts. C'était une marque qui avait un logo qui ressemblait un petit peu à un tigre. Vers la fin de sa carrière, il a été sponsorisé par ASICS. Mais il faut bien comprendre que Davydenko, c'était vraiment une anti-star. C'était un joueur dont les marques ne se l'arrachaient pas entre elles. Il y avait peu de demandes pour lui. Et surtout, il est célèbre pour avoir eu des mots envers Nike en 2006 à Paris-Bercy, juste après son sacre, où il a déclaré qu'il emmerdait Nike. Au niveau de ses raquettes, il a été sponsorisé la majorité de sa carrière par la marque Prince, mais il s'est fait lâcher par son équipementier qui lui a préféré Maria Sharapova, ce qui fait que vers la fin de sa carrière, il s'est dirigé vers Babolat, où il utilisait une Babolat Pro Aerodrive. Au niveau des affaires, elles ont rythmé sa carrière. Il y en a eu plusieurs qui l'ont poursuivi tout au long de sa carrière. On va revenir dessus. La toute première a eu lieu en janvier 2007, puisqu'au tournoi australien de Sydney, il a déclaré que le tournoi était trop petit. Il a critiqué le tournoi et il s'est vu infliger une amende de 10 000 $ australiens, ce qui fait qu'il s'est retiré du tournoi quelques jours plus tard en invoquant une blessure. Également au tournoi russe de Saint-Pétersbourg en 2007, lors d'un match contre Marin Cilic, il s'est vu infliger par l'arbitre une pénalité pour un manque flagrant de combativité. Le match l'a vu finalement perdre en 3-7. Mais la plus grosse affaire de sa carrière a eu lieu en 2007, toujours, décidément une belle année pour lui niveau affaires, puisqu'il s'est engagé au tournoi de Sopot et il a joué au premier tour un modeste argentin, tout juste 87e mondial, qui s'appelait Arguello, où il a remporté le premier set sur le score de 6-2. Et c'est à ce moment-là qu'une société britannique qui s'appelle Betfair a décelé un nombre inquiétant de paris prévoyant une victoire de l'Argentin qui venait tout juste de perdre le premier set, et il se trouve que Davydenko finalement abandonnera au cours du troisième set. Des sommes de plusieurs millions d'euros ont été décelées par la société Betfair qui avait signé un accord avec l'ATP et qui devait s'engager à communiquer ces informations si jamais il y avait des montants inhabituels, ce qu'ils ont fait. Et en fait, le fait que Davydenko ait abandonné a entraîné une tempête médiatique, puisqu'à ce moment-là, il y avait un contexte précis. Certains joueurs comme Arnaud Clément, la semaine juste avant ce tournoi, avaient révélé être plusieurs fois approchés par des gens qui voulaient qu'ils abandonnent ou qu'ils perdent des points lors de matchs. Donc il y avait un vrai contexte de match truqué à l'époque. Et le fait que Davydenko abandonne pour une blessure a vraiment ravivé ce contexte. Alors il faut quand même rappeler que Davydenko était vraiment blessé au pied. Il avait précisé cet élément dans son dossier médical quelques jours auparavant son abandon. Tous les paris liés à ce match ont bien évidemment été annulés. Il y avait vraiment un contexte de défiance envers le Russe, si bien que les ténors du jeu ont dû s'exprimer sur le sujet. Et Roger Federer a apporté son soutien aux Russes. Et l'enquête liée à ce match a duré plus d'1 an. Et c'est la plus longue enquête menée par l'ATP sur un sujet des matchs truqués. Et finalement, le Russe et l'Argentin ont été blanchis. Au niveau de son après-carrière, on en sait assez peu sur lui, puisque les médias s'épanchent assez peu sur son cas. Au moins, on peut dire qu'il est tranquille au niveau des paparazzi. On rappelle qu'il a pris sa retraite en 2014, après 15 années pleines de compétition, pour des raisons liées à des blessures. On sait qu'il a une femme qui s'appelle Irina, et une petite fille qui s'appelle Yekaterina, donc on peut supposer qu'il s'investit pleinement dans sa vie familiale, comme peuvent le démontrer ses photos postées sur Instagram.
Également, il a un neveu qui s'appelle Philippe et qui est passé joueur professionnel, donc on sait qu'il le conseille de temps à autre. Et justement, en 2019, le Russe Karen Khachanov a fait appel à Davydenko pour superviser ses entraînements lors de l'entre-saison. Donc j'aimerais beaucoup que Davydenko devienne coach sur le circuit ATP d'un jeune joueur, russe ou non, mais en tout cas j'aimerais beaucoup le revoir sur le circuit ATP. On arrive à la fin de ce portrait sur Davydenko, j'espère que ça vous aura plu et que vous aurez pu vous rappeler de ce joueur merveilleux, pour ceux qui l'ont connu, ou à l'inverse le découvrir pour ceux qui ne sont pas de la même génération que moi. Vous pouvez me dire en commentaire si vous trouvez que c'était assez complet, ou si à l'inverse certains thèmes manquaient, certains chapitres, comme ça je pourrais les incorporer dans mes prochaines chroniques. Et si vous voulez que je fasse d'autres chroniques de ce style-là, les grands du jeu, sur d'autres joueurs, je pense à Soderling, à Berdych, à Ferrer, des joueurs comme ça, mais si vous avez d'autres idées, dites-le moi en commentaire, je les lirai tous, je suis très preneur de ça. J'espère encore une fois que le concept vous aura plu, et puis moi je me languis de vous lire en commentaire, et je vous dis à très vite, ciao!